Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Anne, je suis la vice-présidente de l'association Amazon Pacifique. Voilà, je voudrais souhaiter à tout le monde la bienvenue à cette conférence. Une bienvenue spéciale à Irmine qui vient de Montréal. Donc, merci, qui est Amazon sur Montréal également. Voilà, je souhaite une bonne conférence à tout le monde et surtout un bon mois d'Octobre Rose. À toi, Guy. Ah, c'est à moi, d'accord. Merci. Merci. Alors, je vous dis aussi, moi, je vous dis bonjour parce que il est 5h49 ici en France, sur la métropole. Merci de m'avoir invité. Et effectivement, alors, vous avez un petit peu anticipé en nous souhaitant un bon octobre rose. On est encore en septembre et septembre, c'est le mois des cancers du sang. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette réunion pour vous ce soir. Et donc moi, je suis donc Guy Bouguet, je suis le président de l'association ELI, Ensemble Leucémie Lymphome Espoir. Et je vais en quelques petites diapos vous décrire très simplement quelles sont les pathologies dont on parle, enfin, les pathologies sur lesquelles on travaille, je veux dire, dans l'association, et puis vous parler un petit peu du travail de l'association. Donc les pathologies sur lesquelles on travaille, nous, ce sont les lymphomes, la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström. Et il faut noter que lymphome prend un S. Alors, ces maladies sont des cancers du sang, ou aussi, comme on les appelle, des hémopathies malignes. Donc, quand vous regardez un petit peu l'ensemble des cancers sur la France, il y a à peu près 360 000 cancers de diagnostiqués chaque année en France. Et les hémopathies malignes, ça représente à peu près 10% de ces cancers. Alors, juste pour revenir en arrière, sur les hémopathies malignes, alors ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des hémopathies malignes qui sont myéloïdes, qui se déclenchent dans la moelle, et lymphoïdes qui entre guillemets, se manifestent dans les lymphocytes, plutôt les globules blancs. Et il y a deux formes de manifestation de ces hémopathies malignes, les formes aiguës et les formes chroniques. Aiguës, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont importants, visibles et qui se déclenchent, qui évoluent rapidement. Chronique, c'est des cancers à évolution très lente. Et dans ce petit tableau, vous avez le nom des pathologies, hein. Donc, il y a des leucémies qui sont myéloïdes, il y a des syndromes myélodysplasiques qui sont myéloïdes, et dans les lymphoïdes, il y a des leucémies aiguës, des leucémies lymphoblastiques, et puis les lymphomes, les myélomes, la LLC et la maladie de Waldenström. Dans les aigus aussi, excusez-moi, ce qui manque aussi, ce sont aussi, il y a certaines formes de lymphome qui sont aiguës. Slide suivante. Donc pour nous, alors ah oui, sur l'épidémiologie des lymphomes en général, parce que même si la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström ne s'appellent pas proprement dit des lymphomes, c'est considéré comme appartenant à la famille des lymphomes. Donc nos pathologies, donc ces trois pathologies sont en fait les pathologies les plus fréquentes des maladies du sang. Elles représentent à peu près 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. Il faut savoir que dans ces pathologies, on a donc la maladie de Waldenström et la leucémie lymphoïde chronique qui ont des noms différents. Et dans la famille des lymphomes, donc ces lymphomes qui s'appellent lymphomes, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des Hodgkin, qui représente à peu près 15% des lymphomes, et la famille, tout le reste, qu'on appelle des non-Hodgkiniens. Voilà. Et donc, en gros, dans ces maladies qui s'appellent les lymphomes, on a plus qu'une centaine de sous-types qui ont été identifiés, d'où le S à lymphome. Suivant. Donc, voilà à peu près expliquer un petit peu les maladies qui ont le terme lymphome. Vous voyez qu'à gauche, donc, on a les lymphomes de Hodgkin. Alors, c'est important de savoir que le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie qu'on connaît depuis
1875. Donc, on a plus de 150 ans d'expérience sur cette maladie. Et puis après, il y a tous les non-Hodgkin. Dans les non-Hodgkin, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des formes agressives, comme le lymphome diffus à grande cellule, le LDGCB, qui est un des lymphomes les plus fréquents. Et puis, on a des formes indolentes, donc comme je disais, avec une évolution lente, comme le lymphome folliculaire, qui en est un des plus fréquents. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Parlons des lymphomes de Hodgkin. Les lymphomes de Hodgkin, en gros, bon, il y a deux types bien identifiés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lymphomes de Hodgkin se traitent toujours aujourd'hui avec de la chimiothérapie, un cocktail de polychimiothérapie, et c'est une maladie qu'on va réussir à guérir à plus de 90%. Ensuite, dans la famille des non-Hodgkiniens, je parlais tout à l'heure qu'il y a donc des grands types qui sont le lymphome diffus à grande cellule, le lymphome folliculaire, le lymphome de la zone marginale, et puis on a aussi des lymphomes à cellules T. Suivant. Bon, les signes, ce qui est compliqué avec les lymphomes, c'est un petit peu le diagnostic. Parce que quand on a une forme agressive, le diagnostic se fait plutôt assez rapidement parce que les symptômes sont évolutifs et rapides. Les symptômes indicatifs d'un lymphome, ils sont en fait polymorphes, c'est-à-dire que comme ce type de cancer n'est pas un cancer d'un organe, les symptômes ne sont pas localisés sur un organe. Vous comprenez que le lymphome, c'est un cancer systémique, hein, et donc il touche le corps entier. Et donc les signes généraux sont très polymorphes et peuvent ressembler à d'autres pathologies, comme par exemple la grippe, puisque faisant partie des symptômes, on a la fatigue, la perte d'appétit, un amaigrissement possible, des sueurs nocturnes très importantes. Et là, les sueurs nocturnes, ça veut dire on se réveille au milieu de la nuit et on a tout de trempé dans le lit, le pyjama, les draps, etc. Il faut tout changer. Et puis aussi de la fièvre, il peut y avoir aussi des démangeaisons. Donc ça, on peut avoir un des symptômes comme on peut en avoir plusieurs. Et il y a une autre chose qui n'est pas sur la liste, c'est aussi le fait d'avoir des ganglions qui sont enflés et qui sont soit visibles quand ils sont au ras de la peau, comme les ganglions qu'on a sous les aisselles, qu'on a au niveau du cou, ou qu'on a aussi au niveau de la zone inguinale, où ils peuvent être profonds autour de certains, dans le thorax par exemple. Donc, il peut se faire, donc je le disais tout à l'heure, avec nos deux formes qui sont les plus fréquentes, la forme agressive et la forme indolente. Dans la forme agressive, le diagnostic se fait plutôt rapidement parce que ces symptômes, ils sont évidents. Et donc, le médecin qui va faire le diagnostic va tout de suite s'orienter vers, vers des examens qui vont confirmer le diagnostic. Quand c'est une forme indolente, ben déjà, la problématique, c'est que le patient s'en rend moins compte immédiatement et les diagnostics, entre les premiers symptômes et la pose du diagnostic, souvent pour les formes indolentes, ça peut durer entre 6 mois et 1 an, mais ce n'est pas péjoratif parce que les lymphomes indolents, parfois, ne se traitent pas immédiatement. Donc, il n'y a pas de perte de chance sur un lymphome indolent qui est diagnostiqué au bout d'1 an, généralement. Donc, le diagnostic, pour tous les lymphomes, le diagnostic ne peut être posé définitivement qu'à la suite d'une biopsie. Donc une biopsie, hein, on prend un petit bout des ganglions, d'un ganglion qui est enflé, soit on extrait le ganglion complètement via une chirurgie, soit on fait une biopsie via une aiguille,
Et on récupère un petit peu de ganglions et c'est analysé par un anatomopathologiste. Ce qu'il faut savoir, qui est quelque chose d'hyper important pour nous en France, hein, sur tout le territoire français, c'est que chaque fois qu'il y a un diagnostic qui est fait par un anatomopathologiste d'un lymphome, il est systématiquement relu ce diagnostic, enfin cette biopsie, par un spécialiste régional des lymphomes pour s'assurer, un, que c'est réellement un lymphome et que le sous-type est bien déterminé, parce que le sous-type va dicter finalement le traitement qui va être proposé au patient. Donc ce réseau, il s'appelle le réseau lymphopathe. Parlons de la LLC. Alors, la LLC, c'est une maladie qui est plutôt indolente, donc une maladie à évolution lente, donc considérée comme une forme de lymphome, mais une forme de lymphome à évolution plus lente. Elle touche plutôt des personnes âgées aux alentours de 70, 72 ans. Et finalement, cette maladie, comme elle est indolente, elle est soit la première approche thérapeutique, c'est de la surveillance active. C'est-à-dire qu'on identifie la maladie, mais elle n'est pas assez évolutive pour commencer à la traiter. Alors, une chose qu'il faut savoir qui est très importante par rapport au lymphome que j'ai décrit précédemment, c'est que pour la LLC, le diagnostic ne se fait pas par une biopsie, il peut se faire par une prise de sang. Les indicateurs sont présents dans une prise de sang. Et souvent, le diagnostic de la LLC est fait d'une manière euh, euh, suite à un examen médical de routine. On s'aperçoit que les marqueurs sont plus élevés et donc on identifie la leucémie lymphoïde chronique comme cela, sans même que le patient ait constaté des symptômes. Donc cette maladie, je vous dis, première approche, c'est la surveillance active, donc pas de traitement. Et pour vous dire réellement les choses, c'est que 50% des LSC, la première approche, c'est pas de traitement, donc la surveillance active. Et parmi ces 50%, il y a une bonne moitié des patients qui sont en surveillance active qui n'auront jamais de traitement de toute leur vie et qui décéderont de leur mort naturelle sans jamais avoir été traités pour la LLC et qui ne mourront pas de la LLC. Ensuite, la deuxième approche, c'est qu'il y a des traitements. Et les traitements, aujourd'hui, alors on a beaucoup traité la LLC avec des chimiothérapies. Aujourd'hui, on a des thérapies ciblées qui fonctionnent très bien et qui peuvent mettre le patient en rémission. Donc on a divers types de traitements. Il y a les thérapies ciblées d'une part. Il y a aussi des thérapies, des immunothérapies. Aujourd'hui, on fait plus du tout pratiquement de chimiothérapie pour les LLC. Et dernier point en bas, hein, bah oui, c'est une leucémie qui ne touche pas du tout les enfants. Suivant. Bon, alors là, je parlais un petit peu les circonstances de découverte. Donc, il y a la découverte fortuite lors d'un examen médical de routine, une prise de sang. On s'aperçoit que finalement les marqueurs sont élevés. Il y a des syndromes tumoraux, c'est-à-dire que comme les lymphomes que j'ai décrits précédemment, on peut avoir des ganglions qui sont enflés et qui sont visibles et palpables. Et puis, pour ceux qui ont des formes plus aiguës de la LLC, ben, il peut y avoir des symptômes qui sont encore plus significatifs avec de la fièvre, des pertes de poids, etc. Et puis parfois, il n'y a aucun signe spécifique. Encore une fois, le diagnostic se fait par l'intermédiaire d'une simple prise de sang. Alors évidemment, après, on fait des examens de routine comme des scanners ou des PET scans pour voir un petit peu où en est l'évolution de la pathologie. Suivant. Donc voilà, ça répète tout ce que je viens de vous dire sur le diagnostic de la LLC. La maladie, oui, c'était bon, on peut passer à la suivante.
Donc maladie qui n'est pas finalement... ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, les formes indolentes, que ce soit celles qui ont le nom de lymphome ou la leucémie lymphoïde chronique, sont des maladies indolentes, donc évolution lente, qu'on ne sait pas réellement guérir aujourd'hui, mais qu'on sait traiter. Et donc, on va passer, pour ceux qui sont traités, on va passer par des phases de rémission qui peuvent être très longues, comme elles peuvent être moins longues, et qu'on va savoir retraiter à chaque fois qu'il y a une rechute. Donc on passe par des phases de rémission et puis suivi de récidive avec des délais variables, comme je viens de dire. Et puis ce qui est très important de savoir, c'est que sur les 20 dernières années, c'est ce que je disais, on est passé de traitements qui étaient uniquement de la chimiothérapie par éradiquer finalement la chimiothérapie et avoir des thérapies ciblées et de l'immunothérapie qui fonctionnent excessivement bien. Donc le pronostic pour les patients atteints de LLC a vraiment évolué sur les 20 dernières années et comme je disais, hein, on arrive à contenir la maladie pour ceux qui ont besoin d'un traitement. Suivant. Voilà, donc pour conclure tout ça, les lymphomes, c'est une maladie, c'est une famille de maladies avec des présentations cliniques et des pronostics différents. Le diagnostic se fait par une anatomopathologie pour celle qui s'appelle lymphome et celle qui s'appelle LLC, c'est une analyse sanguine. Un bilan d'extension permet de préciser l'étendue de la maladie. Plusieurs facteurs pronostiques sont recherchés selon la maladie en cause et puis les traitements et les modalités de surveillance sont spécifiques pour chaque sous-type. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et ce que je la phase suivante, c'est que, enfin moi j'ai eu un lymphome diagnostiqué en 2000. En 2000, moi j'aime bien dire ça, qu'on était dans l'âge de pierre des traitements, puisqu'on était encore avec des traitements qui étaient uniquement basés sur de la chimiothérapie. Depuis l'année 2000, on a vécu 3 révolutions thérapeutiques. On a eu l'arrivée des immunothérapies, l'arrivée des thérapies ciblées, et puis maintenant, on a ce qu'on appelle les CAR-T-cells, qui sont vraiment de la médecine très ciblée avec des cellules des patients qui sont modifiées pour pouvoir attaquer les lymphomes et les leucémies. Donc ça, c'était pour les pathologies. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que fait l'association. Donc c'est la slide suivante. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure, on est dans le mois des cancers du sang. Nous avons, notre association ELI, Ensemble Leucémie Lymphome Espoir, on a organisé des réunions tout autour de la France et je suis hyper content que cette réunion, ce soit pour moi en tous les cas la dernière. Je me suis un petit peu baladé au travers de la France là, pendant ce mois. Et slide suivante, en organisant donc des réunions de patients dans les centres de soins avec le partenariat avec nos amis les médecins et hématologues et infirmières. Suivant. Donc l'association, nous on est une association de type 1901 que j'ai créée en 2006. Donc on a une dimension nationale. On a reçu notre agrément par le ministère de la Santé en 2018, renouvelé en 2023. C'est important c'est important parce que aujourd'hui ça nous identifie comme un acteur officiel auprès des autorités et des institutions pour représenter finalement les patients lorsque des discussions, lorsqu'on a besoin de faire des travaux avec les autorités sur la prise en charge, sur des problèmes de démocratie en santé. Donc voilà, notre association, on a 17 administrateurs, on a un comité scientifique, plus de 5000 membres et une centaine de bénévoles actifs sur le terrain. Et puis j'ai une équipe qui m'accompagne de 5 temps plein et demi. Suivant. Bon, ça, c'est une évolution parce que au départ, quand l'association a été créée, elle s'appelait France Lymphome Espoir. Et puis en 2021, nous avons fusionné avec une autre structure qui travaillait uniquement sur la leucémie lymphoïde chronique. Et en 2021 de changer de nom. Et c'est depuis donc juin 2021 que nous nous appelons ELI. Suivant.
Je pense que la suivante, ça doit être l'émission de l'association. Suivant, voilà. Donc on a quatre missions principales de l'association. La première mission, c'est la mission la plus importante, c'est informer et éduquer les patients, parce que pour nous, un patient informé, c'est un patient qui va mieux se prendre en charge et qui va mieux se soigner et qui a de meilleures chances de résultats dans ces traitements. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que donc on publie tout ce qu'on publie déjà, c'est validé par notre conseil scientifique. Et puis, tout ce qu'on publie, c'est d'abord mis à disposition gracieusement. Soit ce sont des documents qui sont imprimés, et ces documents imprimés, on a un système aujourd'hui qui est en place qui permet de faire des commandes en ligne. Et donc pour les centres de soins, c'est possible de commander des kits qui sont envoyés directement dans les centres de soins. Les patients peuvent les commander également. On peut les télécharger. Donc on a la forme physique papier, on a la forme électronique pour ceux qui préfèrent lire électroniquement. Et puis on a aussi des formes vidéo et des formes audio d'informations qu'on donne pour les patients. La deuxième mission, c'est l'accompagnement, parce que bah voilà, déjà se retrouver malade, c'est compliqué. Donc il faut accompagner les patients pendant leur parcours et après la maladie. Donc on met en place différentes actions pour accompagner le patient avec des réunions locales, avec des permanences, des groupes de parole, avec un forum, une ligne téléphonique disponible pour que les patients puissent se poser leurs questions et même échanger entre eux. L'accompagnement aussi, c'est un accompagnement social, puisqu'on a un comité social qui est là pour aider des patients qui sont dans des difficultés qui ont été exacerbées par la maladie et les traitements. Ensuite, on a la recherche, c'est encourager la recherche. Et là, ça passe par deux actions, c'est de l'argent qu'on redistribue à la recherche et puis l'implication des patients dans la recherche. Quatrième mission, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est agir. Et donc ça, c'est grâce à notre agrément en santé qu'on peut faire ce travail de plaidoyer, donc de représentation des patients auprès des autorités. Suivant. Je vais passer. Donc ça, c'est juste épidémiologie. J'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 24 000, c'est 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Il faut savoir que c'est le premier cancer en termes d'incidence chez les adolescents jeunes adultes, donc de 13 ans à 26-27 ans. Troisième cancer pédiatrique et cinquième cancer chez l'adulte. Suivant. Bon, je passe, ça c'est la manière dont on est organisé, c'est pas tellement important pour aujourd'hui. Suivant, on va parler des plateformes. Alors, nos plateformes en ligne, donc la plateforme principale, c'est le site internet où vous retrouvez tout ce que je viens de décrire précédemment, donc eli.fr. Et puis on a deux plateformes qui sont là en rouge, dont je voulais juste vous parler. C'est des plateformes de démocratie en santé. La plateforme aurélie.org, c'est une plateforme sur laquelle on répertorie tous les essais cliniques qui sont mis à disposition des patients dans nos pathologies de phase 2 et de phase 3. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle est mise à jour tous les 2 mois et l'information est en français et vulgarisée. Parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à la création de cette plateforme, les informations sur les essais cliniques étaient uniquement disponibles sur des plateformes anglaises, donc avec des descriptions anglaises, avec un vocabulaire très scientifique. Et nous, ce qu'on fait dans cette plateforme, c'est qu'on traduit et on vulgarise pour que l'information soit compréhensible de tous. Et aussi, on met dans cette plateforme les établissements français dans lesquels ces essais cliniques sont disponibles. La deuxième, c'est l'infosite.fr. Là, c'est aussi une plateforme de démocratie en santé où on l'a créée. C'est une plateforme qui est basée uniquement sur des vidéos de 3 à 5 minutes. Et c'est des vidéos qui reprennent les temps de la maladie, quel que soit le sous-type de la maladie. On part des symptômes, on décrit les symptômes, on va décrire tous les outils de diagnostic, on va décrire tous les sous-types, on va décrire tous les traitements possibles en détail. Et c'est une plateforme qu'on a co-créée avec des cliniciens.
Et donc, c'est un outil à la fois pour le patient, mais c'est aussi un outil pour le clinicien parce qu'il peut renvoyer ses patients sur la plateforme pour avoir plus d'informations ou pour réentendre les informations que le patient aurait pu entendre pendant une consultation. Mais vous savez, pendant les consultations, parfois on est bombardé d'informations. On a déjà, faut accepter certaines choses qui vous sont annoncées. Et puis on sait très bien qu'on n'est pas concentré complètement. Et donc on peut retrouver justement tout ce qui est dit en consultation dans ces petites vidéos. Suivant. Donc là, c'est un ensemble de brochures. Alors, il n'y a pas toutes les brochures là-dessus, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. On essaie de mettre à jour nos brochures le plus fréquemment possible et de travailler aussi avec des partenaires comme l'INCa sur la réalisation de brochures. Alors là, je mets un petit accent là sur la petite brochure qui est en bas à droite, la rose, parce que c'est la dernière publiée, c'est la préservation de la fertilité. Il y a eu des nouvelles recommandations sur la préservation de la fertilité qui ont été mises en place en 2023. Et donc, on en a profité pour faire une petite brochure. C'est hyper important, comme je disais tout à l'heure, hein, les lymphomes, ça touche beaucoup les personnes âgées, mais il y a une grande partie des lymphomes qui touchent les adolescents jeunes adultes, la pédiatrie et aussi des adultes, hein, des adultes, puisqu'on peut être diagnostiqué à l'âge de 30 ans, à l'âge de voilà, dans la trentaine. Et donc, la préservation de la fertilité, c'est quelque chose d'hyper important. Et les techniques ont beaucoup avancé depuis quelques années. Et la fertilité, on peut la préserver, quelles que soient les situations. Suivant. Et je répète que donc ces brochures, elles sont disponibles. Vous pouvez les commander directement sur notre site. On a un onglet médiathèque où on peut commander des kits de brochures. L'information aussi, elle vient par des réunions, des colloques qu'on organise, une newsletter qu'on publie tous les 4 mois. Et puis on fait maintenant un webinaire par mois sur des thématiques, soit des thématiques qui sont hyper pointues sur des sujets bien liés avec nos pathologies, soit on fait des webinaires sur des sujets qui sont un peu plus transversaux, comme on a fait ce mois-ci les essais cliniques. On a expliqué à quoi servaient les essais cliniques et comment ça fonctionnait. On a également mis en place, on a une chaîne de podcast qui s'appelle Déchocage, c'est en bas à gauche. Enfin voilà, on essaie d'être complet sur ce qu'on propose. Suivant. Bon, ça, c'est toujours le soutien à l'écoute. Donc, on a des permanences dans les centres de soins. Je disais tout à l'heure, groupe de parole, une ligne téléphonique. On a aussi une équipe de sportifs, de patients, enfin de sportifs et d'anciens patients qui courent en groupe, qui mettent en évidence aussi les couleurs de l'association. Et puis, on a cette aide sociale, hein, via notre comité social, qui permet à certains patients de débloquer des situations financières qui sont déclenchées par la pathologie, hein, et qu'on peut aider temporairement à résoudre. Suivant. La recherche, ça passe par des appels à projets. Donc, on fait des appels à projets tous les 18 mois. Et donc, maintenant, vous voyez, depuis 2010, on a déjà distribué plus de 500 000 euros pour la recherche. Donc là, on a un appel à projet qui est en cours, avec la date limite en juillet 2025 pour la réception des projets. 4 appels à projets, 1 qualité de vie, 2 pour une équipe de jeunes chercheurs, 3 c'est pour la recherche autour des adolescents jeunes adultes, et 4 c'est pour l'innovation, purement l'innovation. Et puis à côté de ça, en interne, je vous disais qu'on a aussi un groupe qui travaille de patients experts qu'on a formés et qui propose ses services auprès des sociétés savantes pour que tous les essais cliniques qui sont produits en France soient, entre guillemets, revus par notre groupe d'experts, entre guillemets, pour que finalement les essais cliniques enfin, l'idée derrière ça, c'est d'impliquer le patient dans la recherche et de s'assurer qu'un essai clinique, quand il est designé, il correspond bien aux attentes des patients
et il soit aussi acceptable pour les patients. Parce qu'on a quand même beaucoup vu d'essais cliniques qui sont très mal pensés, qui ne vont jamais jusqu'au bout du recrutement et qui ne se termineront jamais parce que parfois, ce qui est demandé aux patients pendant un essai clinique, c'est pas acceptable dans une vie quotidienne. Donc on propose, nous on travaille aujourd'hui avec 3 groupes coopérateurs, le LISA, le PHILO et le GFEC. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que effectivement, j'ai pas encore dit, mais il y a aussi des formes dermatologiques de lymphome. Et ça, j'en ai pas parlé parce que ce sont vraiment des lymphomes rares, mais qui représentent quand même 600 à 1 millier de cas diagnostiqués chaque année. Et ce sont des lymphomes qui sont assez difficilement diagnosticables. Voilà, après, nous, on essaie d'être présents sur le terrain pour travailler avec tous les acteurs, hein, les acteurs comme les institutions françaises, comme les industriels, comme les groupes coopérateurs, au national, mais aussi, pardon, aussi à l'international, puisqu'on est membre de différents groupes et coalitions internationales. Suivant. Et puis, bon, juste un dernier petit mot parce que on travaille cette année, enfin 2024 et 2025 avec la Patrouille de France. Donc la Patrouille nous a choisi comme association qu'il parraine pour ces 2 années. Et grâce à ce partenariat, on a une visibilité un petit peu plus importante et ça nous permet aussi de faire, d'en faire profiter les patients en leur proposant des visites. Lorsque la Patrouille de France fait des meetings, ils font des meetings aériens au travers de la France, de faire des journées d'immersion avec des patients avec la Patrouille de France et puis de permettre aussi parfois, on a fait, comme cette année-là, au mois de juillet, quand la patrouille était à Paris pour les célébrations, de faire des visites dans les hôpitaux où sont soignés les enfants et les jeunes adultes. Voilà. Voilà. Et puis je crois que c'est la dernière. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci Guy. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Je me mets en mode silence. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Puisqu'on entend, Guy, tu entends la musique? Tu entends une musique ou pas? J'entends aucune musique, rien du tout. Pardon, c'est pas grave. Peut-être l'enregistrement, on n'entendra pas alors. Non, parce qu'il y a le voisin qui fait de la musique. Bon, du coup, on passe à Karine, alors. Tu passes comme ça. Ouais, donc je vais ouvrir ton. Tiens, tu peux. Ouais, je vais juste régler la caméra pour être sûr que ça. Je crois que je te vois pas. Bah non, c'est pas grave. Ah, on t'entend bien là, Karine. Voilà, si on m'entend, c'est le principal. Non, mais laisse, c'est bon sinon. Voilà. Donc, Attends, je vais mettre la main aussi. voilà. Donc, moi, je suis présidente de l'association Vivre avec NMP. Une ENMP, c'est une néoplasie myéloproliférative. Ça regroupe 3 pathologies principales, la thrombocytémie essentielle. Alors là, c'est quand on a trop de plaquettes. La polyglobulite vaqueuse, c'est quand notre moelle, elle produit trop de globules rouges et aussi quelquefois trop de plaquettes. Et la myélofibrose, c'est quand, en fait, à force, la moelle devient fibreuse, vous savez, là, et donc elle s'étouffe.
et elle produit plus assez. Voilà. Donc, en gros, donc moi, je vais vous présenter rapidement l'association. Donc, cette association elle a été créée, il va y avoir 3 ans, parce que, voilà, donc on est tout petit par rapport à Ellie. On a à peu près un peu plus de 500 membres et on bouge beaucoup, on fait beaucoup de bruit. On a créé Septembre Rouge il y a 3 ans, le mois de sensibilisation au cancer du sang. Et puis, ben, ça fait des petits, on en a partout maintenant. Et on en a donc pour la première année ici en Polynésie. Et ça, c'est du bonheur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est une association qui est pour les malades, mais aussi pour les aidants, les familles. Et elle est soutenue par la Société française d'hématologie, l'Établissement français du sang, France Intergroupe des syndromes myéloprolifératifs. Ça, c'est l'ensemble des médecins spécialisés dans nos maladies en France. Et puis, on a un château voilà, qui nous a soutenus aussi pour Septembre Rouge. Et puis, on a remporté l'année dernière le premier prix mondial pour la sensibilisation à nos pathologies qui sont les NMP. Donc, on était super contents. Voilà, c'est un joli papier que j'ai dans mon bureau maintenant. Alors, notre objectif, ben, d'abord, c'est de faire connaître ces maladies parce qu'en fait, en gros, si on prend, il y a d'abord les néoplasies myéloprolifératives, c'est 2000 cas par an. 2000 cas par an, 2000 nouveaux cas. Ensuite, vous avez les polyglobulites vaquaises, c'est à peu près 1500 nouveaux cas par an. Et ensuite, les myélofibroses, c'est à peu près 500 cas par an. Donc, vous faites un package, vous groupez tout ça. Ça ne vous fait pas beaucoup de malades, mais assez pour que, de toute façon, on se fasse entendre et qu'on veuille que les choses bougent et que la recherche avance. Parce que c'est des cancers du sang qui ne guérissent pas. On nous donne des médicaments, voilà, on a des médicaments plus ou moins difficiles à avaler, plus ou moins difficiles à vivre, mais voilà, bon, ça ne se guérit pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir tout de suite. Voilà, la preuve, je suis encore vivante. Ça va faire 5 ans vendredi que j'ai eu mon diagnostic et je vis avec. Mais c'est vrai qu'on a dans la vie de tous les jours, on doit vraiment. Moi, je dis, je l'ai dans mon sac à dos, ce qui fait que comme ça, je peux bouger les mains et faire plein de choses. Mais au quotidien, cette maladie, elle est un petit peu casse-pied parce qu'on est souvent très fatigué. Et on se traîne, quoi. Voilà. Donc, ça dépend des gens. En plus, chaque cas est spécifique. On dit que dans les néoplasies myéloprolifératives, on ne fait pas du prêt-à-porter, on fait de la haute couture. Voilà, donc c'est très chic, ça me va très bien et j'aime beaucoup cette idée. Donc, on veut faire connaître les maladies, faire avancer la recherche médicale, ce que je vous disais, et informer et soutenir les autres malades. Alors, pour ça, on a un groupe sur Facebook et aussi un groupe sur WhatsApp pour les adhérents. Et puis, depuis 2022, l'association est reconnue d'intérêt général et elle compte donc plus de 500 adhérents et 1000 soutiens. Quand je dis les soutiens, c'est pas des malades, c'est les familles, c'est les médecins, c'est quelquefois des entreprises, des pharmaciens, enfin bon, voilà, tous les gens qui peuvent nous aider pour faire bouger les choses. Donc, on est présent, en fait, on est présent en France, mais d'habitude, souvent, les associations, elles ont un siège. Et voilà. Nous, on a un siège qui est en Normandie, puisque j'habite en Normandie, c'est un petit peu à côté de Paris. Et on a des relais, c'est-à-dire qu'on a des gens dans les différentes régions qui sont aussi responsables de l'association et comme ça, qui sont proches des malades. Parce que nous, on est rarement à l'hôpital. Nous, on voit, on a nos traitements, on va, allez, en moyenne, on va 2 fois par an à l'hôpital. Donc, c'est pas à l'hôpital qu'on peut toucher les gens. Et donc, c'est pour ça qu'on a joué cette carte de la proximité. Et puis, on a aussi des relais par maladie, c'est-à-dire que moi, je peux vous parler de la thrombocytémie essentielle, mais mon quotidien ne va pas être le même de celui qui a une polyglobulite vaquaise, par exemple.
et ça va pas être la même chose, ce serait pas les mêmes symptômes. Donc, on a, pour chaque maladie, on a quelqu'un qui peut répondre aux questions. Et puis, on s'est aussi intéressé aux jeunes parce que ça, et aux enfants, parce que c'est pas facile de vivre avec ce genre de choses. Il y en a très peu, très, 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 très peu. Mais l'idée, c'est aussi que les papas et les mamans, par exemple, qui ont des enfants qui ont ces pathologies, puissent avoir des réponses et progressent ensemble. Et là, on va monter pour 2025, on va réunir des parents de France, des parents d'Espagne et des parents d'Angleterre pour qu'ils échangent ensemble en visio et en même temps avec des médecins pour qu'on fasse un point global et un petit peu, voilà, parce qu'il y a tellement peu d'enfants qu'il faut quand même qu'en se regroupant, on va pouvoir faire bouger les choses. Et puis, on a donc un conseil scientifique et puis une marraine qui est une journaliste et un parrain qui est un comédien. Alors, on a fait des choses, nous. On a fait « Dis maman, c'est quoi une NMP ?» C'est un petit livre pour les enfants qui explique ce que c'est avec des mots gentils. Il a été validé par plein de gens qui sont spécialistes des enfants, qui sont spécialistes des maladies et tout ça. Et en fait, il y a souvent des gens qui n'ont même pas d'enfants à la maison, qui l'achètent et qui le mettent sur la table, par exemple, pour que... Il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour en me disant « Ah ben comme ça, mon mari, il a enfin compris ce que j'ai. » Je ne veux pas dire que les maris ne comprennent pas toujours, mais là, voilà. Et puis, on a fait un jeu pour que les gens puissent parler ensemble de la fatigue. C'est notre principal symptôme. Donc, du coup, il faut vraiment, avec ce jeu, on va dans les hôpitaux. J'en ai fait là au mois de septembre différents. On réunit des patients et on parle ensemble avec. C'est un support pour communiquer. Parce que vraiment, je crois que quand on a des maladies comme ça, le principal, c'est d'en parler, quoi, d'échanger. Et puis qu'on se comprend que entre patients de la même maladie. Comme je dis, quand mon mari me dit je suis fatiguée, et quand moi je dis je suis fatiguée, c'est pas la même fatigue. Lui, il va être fatigué parce qu'il a tendu la pelouse. Voilà. Moi, je suis fatiguée parce que ma moelle, elle est un peu folle. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'arrive pas. Ça marche plus. Parce que tu peux le passer, toi? Ça bug. Ça bug. Oh, bah zut. Ah, ça y est. Alors voilà, on a fait septembre rouge. Ah, bah zut. On y est, c'est bon. Parfait. Donc là, pour 2024, on a fait septembre rouge. On fait des webconférences parce que ça, c'est hyper important. Alors, pour les horaires de la Polynésie, ça va être... Ça bouge. On vient de changer les horaires pour la prochaine. On va passer à 19h heure de Paris. Donc, ça vous fait 7h du matin ici. Donc, ça va. C'est correct. Hein? Voilà. Donc, ça dure 1 heure. Alors, nous, c'est un peu dur quelquefois parce que les gens en France ne sont pas rentrés du travail et tout ça. Mais de toute façon, c'est enregistré. Et après, c'est mis sur notre chaîne YouTube. Et puis, on a aussi des toutes petites vidéos sur notre chaîne YouTube qui durent 2 minutes. Voilà, des tout petits formats. Par exemple, pourquoi ma moelle osseuse a disjoncté un jour? Et là, c'est un médecin qui répond. Alors, il ne répond pas avec des mots de médecin où on ne comprend rien. Voilà, on essaye d'avoir des gens qui expliquent pour tout le monde. Parce que ça aussi, c'est vachement dur de comprendre, d'échanger. Voilà, de dire les termes techniques. Moi, j'y comprends rien. Donc, si moi, j'y comprends rien, je pars du principe que je ne suis peut-être pas la seule idiote et qu'il y en a plein d'autres qui ne comprennent pas. Voilà. Donc, on a fait l'hôpital en rouge. Donc, ça, c'est aussi des actions au mois de septembre dans différents hôpitaux qui nous ont soutenus, qui sont avec nous dans le cadre de Septembre Rouge. Et on a monté le premier réseau francophone des NMP. Donc là, on a les Belges, on est en train de travailler avec le Canada. On est présent dans les territoires ultramarins. Déjà, on est présent à La Réunion. Et bientôt, il y aura une association ici. Voilà, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Donc, pour faire bouger les choses. Et on a déjà travaillé sur le logo, sur le nom. Enfin bon, ça bouge. Parce que bon, moi, j'ai un peu la bougeotte. Et puis, j'ai toujours envie que ça aille plus vite que ça va. Donc là, ici,
c'est bon, on va y arriver. Donc voilà, on a un site internet. Après, on est sur les réseaux, évidemment, parce que voilà. Et puis, on essaye d'avancer en travaillant sérieusement, mais le tout dans la bonne humeur et la joie, parce que on est en vie. Et ça, c'est le principal. Et moi, ce que je voudrais apprendre aux gens qui ont ces pathologies, c'est je voudrais leur prêter mes lunettes roses. Parce que la vie est tellement belle et qu'avec ce cancer, moi, j'ai regardé la vie autrement. Et je pense que c'est important que les autres. Voilà. Après, c'est peut-être pour tous les cancers, mais le mien, voilà, il m'a appris à être patiente parce que j'étais un peu trop rapide. Et puis, il a fallu que je me débranche un peu des prises et puis que je me pose, que j'apprenne à faire la sieste quand je suis trop fatiguée, que j'apprenne à dire non. Voilà, parce que, voilà, non, je ne peux pas. Alors, par exemple, à 31 décembre, j'ai déjà dit, la veille, j'ai dit, on devait recevoir des amis à la maison. Et là, j'ai dit à mon mari, ah, mais je ne peux pas. Alors, il m'a regardé, il fait, ah ben, si tu ne peux pas, on ne fait pas. Voilà, donc on a envoyé. Puis, du coup, les vrais amis restent des vrais amis. Et puis, les autres, voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions, moi sur le plan médical, je ne suis pas hyper technique. Voilà, moi ce que je sais, c'est sur le quotidien de chacun, parce que quand on est patient, je crois qu'on échange mieux qu'avec des termes techniques. Voilà. Quand c'est trop technique, on perd un peu le fil. Oui. Parce que ça ne correspond pas à notre quotidien. Oui. Pas hyper, voilà. Donc, à chaque fois, il faut qu'on aille sur Google, quand on fait. Ah, il ne faut pas en plus, parce qu'en plus, quand on va sur Google, on voit que des horreurs. Moi, je vois un lymphome non pas. Oui. Je vais me renseigner un peu. Oui. Ah, voilà. C'est tout. Oui. Mais c'est vrai que l'échange entre patients est beaucoup plus enrichissant. Oui. C'est enrichissant. Oui. Alors, nous, on le fait, voilà. Nous, on a fait un groupe Facebook, on a un groupe WhatsApp. Ça fonctionne très bien parce qu'en France, WhatsApp, ça fonctionne super bien. Et puis, on a fait, avant que je vienne, c'était quand? Ah oui, le vendredi 13 septembre. Ça me fait rire pour la date. On a fait la première journée de l'association. Et là, il y avait des gens venus de plein de coins de France qui sont venus jusqu'à Paris pour participer. Il y avait des Bretons, des gens de Bourgogne et tout ça. Et c'était intéressant parce que quand on est sur WhatsApp, on ne voit pas les têtes. Et là, on a pu se rencontrer. Et puis, il y avait des gens qui n'étaient pas adhérents de l'association et qui voulaient voir comment on fonctionnait. Et moi, je dis que voilà, le tout, c'est de fonctionner avec de l'humain, d'être humain. Voilà. Et on est une drôle de famille de gens un peu éclopés, mais on est une famille. Donc, autant, voilà, je sais qu'ici, la famille, c'est quelque chose de fort. Et donc, voilà, on s'est créé une autre famille. Et d'ailleurs, dans l'association, moi, j'ai la vice-présidente de l'association. Maintenant, je la considère comme une petite sœur. Elle est plus jeune que moi, c'est pour ça que je dis petite, mais elle est plus grande. Mais voilà, c'est vraiment... elle comprend. Si je lui dis j'ai mal, quand on a mal, c'est pas comme quelqu'un qui s'est coincé le doigt dans la porte, quoi. Moi, j'ai mal aux os longs, c'est-à-dire les os qui sont les os des jambes et les os des bras. C'est la moelle dedans qui fait mal. Et bien ça, elle saura ce que c'est. Alors que quelqu'un qui n'a pas cette maladie ne pourra pas imaginer la douleur que ça peut être. Voilà. Mais en étant positif. Je réagis par rapport à ça parce que ça me confond. Quand je dis au médecin, j'ai mal dans l'os, j'ai l'impression que j'ai une douleur jusque dans le doigt à l'intérieur. Il ne sait pas m'expliquer c'est quoi. Et vous faites des analyses et tout ça? Il me dit, oh, c'est bien, cette fois, il ne sait pas m'expliquer c'est quoi. Et moi, je pleure, je dis, mais c'est pas possible, je suis avec un médecin. J'ai dit, bon, c'est pas son. Voilà. Je vais t'expliquer, moi. Voilà. Laetitia, elle va tout expliquer. Ah, merci. Voilà. J'entends ça me parle. Oui. C'est pour ça que l'échange comme ça, c'est tellement important. Voilà. Parce qu'on s'enrichit des unes et des autres. Oui. Il y a Simone, il y a Simone qui est là. C'est difficile pour elle aussi. Tu ne veux pas parler, peut-être qu'elle peut t'aider. Tu as quoi? Moi, j'ai la LLC.
Oui, Et il m'arrive des fois d'être fatiguée comme ça, sans... oui, ça tombe dessus. Pouf, ouais. Et tu arrives à gérer, à organiser ta vie avec ça. Des fois. Voilà, oui, on n'a pas le choix. Oui. Et puis, il faut que les gens comprennent. Après, c'est dur quand on travaille aussi. Ouais. Ah oui. Quelquefois, moi, je dis, j'ai l'impression de regarder la vie tourner, quoi. Tout le monde est un peu... Je suis comme ça, quoi. Mais bon. Après, on a des ressources dans nous. On a des ressources si on va prendre des forces en allant. Alors, vous ici, vous ne le faites pas, mais moi, là, quand je rentre, je vais aller ramasser les champignons. Et ben voilà, à la campagne, j'habite à la campagne. Donc ça, moi, ça me redonne de la force d'être avec la nature, des choses comme ça. Donc il faut arriver à retrouver, à faire des pauses où on reprend de la force où on peut, quoi. Voilà. Ça peut être, il faut savoir écouter, s'écouter. Mm. Voilà, écouter son corps. Oui, Voilà. si je peux, oui, j'ai entendu que madame, elle avait une LLC. De toute manière, dans nos pathologies du sang, la fatigue, c'est le symptôme numéro, c'est le plus grand symptôme. Et effectivement, il faut, comme dit Karine, il faut apprendre à vivre avec. Il faut vraiment écouter son corps. Et quand on est fatigué, c'est normal d'être fatigué et il faut pas culpabiliser parce on va s'arrêter, soit on fait la sieste, soit on s'assoit et on fait rien. C'est clair, hein, mais aussi, il faut le truc qui est un peu le paradoxe dans cette fatigue-là qu'on a. Hein, c'est pas la fatigue qui va, comme tu disais, Karine, c'est pas la même fatigue que ton mari qui est fatigué parce qu'il a beaucoup bossé ou qu'il a mal dormi, etc. Nous, c'est une fatigue qui est vraiment là en nous. Euh, et le paradoxe pour réparer un petit peu cette fatigue, c'est d'être actif en fait. C'est parfois de se dire, bah, il faut avoir une petite activité. Bah, Karine, elle va aux champignons, elle va dehors, elle va aux champignons. Ça peut être marcher, ça peut être faire un petit peu de ménage. Et ça, progressivement, ça nous permet de la combattre et de remettre un petit peu l'organisme dans le bon sens. Mais effectivement, la fatigue, c'est quelque chose qui, voilà, il faut effectivement apprendre à le gérer, trouver nos petits trucs à nous qui vont faire que ce soit pas, entre guillemets, trop handicapant dans notre vie, dans cette vie qu'on voudrait avoir au quotidien. Mais c'est un boulet, en fait, la fatigue. Mm. Moi, j'ai expliqué, parce que j'étais face à des totés, des totés toto, c'est ça? Oui, étudiants totés toto. Et donc, ils m'ont dit, mais c'est quoi ta fatigue? Alors, j'ai dit, je suis une petite mouche et je vais au bord d'une baignoire qui est pleine d'eau. Et il y a quelqu'un qui va enlever la bonde. Vous voyez, le truc qui bouge la baignoire. Et moi, je tombe dans la baignoire. Et puis, je suis aspirée par le siphon et je ne peux pas sortir de cette fatigue. Alors si, je vais rentrer dans le tuyau, ressortir quelque part, ça va aller mieux. Et puis un jour, hop, je vais me reposer au bord de la baignoire, je vais retomber dans l'eau et hop, je vais repartir comme ça. Mais bon, après, on arrive à... Alors moi, quelquefois, j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai le parti, j'ai pris la décision. Oh, j'ai pris le parti, ouais. Je suis un peu fatiguée là, hein, moi. De dire, c'est pas ma moelle qui va dicter ma vie. Alors, dans ces cas-là, je pousse plus loin. C'est-à-dire que là, j'ai décidé de reprendre la natation. Donc, j'ai dit, il faut que j'arrive à 1,5 km sans m'arrêter. Mais pour l'instant, j'en suis à 1,4 km. Et au bout d'1,4 km, je coule, je ne peux plus rien faire. Donc, je sais qu'avant Noël, j'ai fixé, voilà, avant Noël, je vais arriver à 1,5 km. Mais pourquoi? Parce que cette fatigue, après, je suis fatiguée, mais là, c'est une vraie bonne fatigue. Et ça, il faut le faire. Arriver à trouver un truc où on a une vraie bonne fatigue, parce que c'est que du bonheur. Quitte à s'offrir une pizza derrière, vous voyez, c'est pas grave, on fait la fête. Voilà, c'est vraiment, mais de se crever, faire un truc. Mais, et quelquefois de pousser, parce qu'en fait, je crois qu'on a aussi beaucoup de ressources qu'on ignore. Et d'y aller, quoi. Bon, elle est là, elle est folle, la moelle, on vit avec. Hein. Vous aviez une question?
suis contente d'être là ce soir parce que c'est une maladie que je ne comprends pas vraiment. Oui. Et vous avez quelle maladie? Moi, j'ai juste le cancer du sein. Et si je parle de ça, c'est par rapport justement à tout ce qui a été mis là sur l'outre-mer. Et je sais que, est-ce que vous avez des chiffres justement sur les enfants de l'outre-mer? Pas encore. Pas des jeunes, hein? Non. Je parle des Non. enfants. Non, on a déjà du mal. Moi, j'ai déjà du mal à avoir des chiffres Voilà. sur les enfants en France. Voilà, pas en France, j'y arrive pas pour l'instant. On n'arrive pas à identifier. On m'a dit que dans un hôpital, il y a tant d'enfants qui sont suivis. Donc là, il y a quelqu'un qui va aller voir les hématologues pour demander les chiffres. Mais moi, dans l'association, j'ai les parents que de 3 enfants. Mais c'est vraiment très, très rare, nous aussi. Voilà. Si je parle de ça, c'est parce que je viens de Montréal. Et en face de Montréal, il y a Majorque. C'est une toute petite île. Oui. Qui a que pour l'instant, qui sont à peu près une centaine d'habitants. Et sur cette île, il y a bien un petit garçon qui a, je ne sais pas quel âge, 8 ou 9 ans, qui a atteint la leucémie. Il y avait eu un reportage sur ce petit garçon. D'accord. Il a été hospitalisé à la Salpêtrière à Bali. Oui. Et donc, ce petit garçon, il est albinos. C'est le seul qui est albinos sur cette île. Il a cette maladie. Et les parents nous ont dit que, en France, il est beaucoup plus éveillé parce qu'il y a beaucoup plus d'ateliers. Oui. Alors qu'ici, malheureusement, et même à Meilleur, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas d'atelier, ce qui fait que ce petit, il commence un petit peu à régresser, je veux dire. Oui, oui. Je veux dire, physiquement parlant et même moralement parlant. D'accord. Il régresse un tout petit peu. Et moi, ce que je trouve dommage ici en Polynésie, c'est qu'on n'a pas vraiment de groupe de parole. Peut-être, il y en avait, j'ai vu qu'il y en avait à Taouni, à l'hôpital, à CHPF de Taouni, ici à Pinet. À l'époque, quand j'ai eu le cancer du sein, c'était en 2015. J'ai toujours voulu être dans un groupe de parole, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et moi, je trouvais que c'était trop douloureux. Oui, de garder pour soi. Parce que je n'ai pas du tout été informée. C'est sûr que par le médecin, quand on m'a annoncé que j'ai le cancer du sein, moi, j'ai vu tout le film de ma vie passer. Et moi, ce que j'avais besoin, c'est d'entendre aussi d'autres personnes autour de moi qui a la même pathologie que moi. Et là, ça m'aide. Et c'est ce que les parents de ce petit garçon de Meilleur nous ont dit. Enfin, ça va arriver. On va y arriver. Et donc, ils m'ont simplement dit, si jamais tu y vas ce soir, demande-leur si éventuellement on peut également proposer ici au pays qu'ils puissent avoir quelque chose. Oui. Parce que le fait qu'il soit revenu de France, il est une évidence. La seule chose qu'ils puissent faire là-bas, parce qu'en meilleur, leur ressource première, c'est bien le raoul. C'est la ressource première. Et le petit ne fait que ça. Il n'a que ça comme activité, voir la pêche de temps en temps avec son grand-père. Et à part ça, il n'y a pas autant. Et moi, je trouve dommage. Bon, peut-être parce qu'il est tout seul. Donc... Oui. Mais je pense qu'il est temps qu'on en parle. Oui. Et je suis contente. Mais ça va bouger. Là, je vous promets. De toute façon, je repars demain, mais je reviens. Donc, ça va bouger. Je dis merci pour eux. Ah oui, 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 mais vous me donnerez votre adresse mail. L'île, elle est éloignée, oui. Elle est informée. Et donc, on a vraiment besoin. Enfin, je parle ça en connaissance de cause. Je suis assistante sociale et je fais les Tuamotu. Et dans les Tuamotu, il y a très, très peu de médecins aussi. Oui. Donc, moi, je tourne assez souvent avec la santé, ou avec l'éducation, ou alors avec la justice. Tout dépend des signalements qu'on a. Et donc, quand on y va, oui, vous êtes démunis. On est un petit peu comme des sauveteurs, un petit peu quand on est sur l'île, parce qu'on apporte des informations. Et ça, j'aimerais bien que ça va se faire. Si éventuellement tu le dis, c'est Karine. Oui. Si éventuellement tu me dis que ça va se faire, on va y arriver. Peut-être pas, ça ne sera pas dans un mois, mais on va y arriver. Voilà, au moins, tu verras, ouais. Ça saisit lointain. Voilà, ouais. Il y a également, il y a peut-être très peu, comme là, c'était le cas. Oui, oui. Il n'y en a qu'un seul qui est atteint de. D'accord.
en tant qu'enfant. Maintenant, je suis adulte, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais tu me donneras ton mail et puis je te donnerai les informations. Laetitia? Oui, deux profils en plus. Je vais voir qu'on voit de profil, c'est pas grave. Moi, je ne vois pas, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc moi, c'est Laetitia. Attends, je regarde juste. Vas-y, vas-y. Je regarde pas mal. Ouais. On te voit bien. Bonjour Laetitia. Bonjour Guy. Donc moi, à la base, je suis infirmière. Voilà. Et je suis arrivée en Polynésie en 2008. Ça fait 16 ans, là, depuis le 11 septembre, ça fait 16 ans que je suis arrivée en Polynésie. Ma fille, on ne dirait pas, mais elle est née. Et en France, je travaillais aussi dans un service d'hématologie. En arrivant ici, j'ai travaillé en hématologie aussi, en arrivant, à l'époque, c'était à Mamao. Et après, j'ai continué un petit peu ma carrière en oncologie quand le service d'oncologie a ouvert. Et après, j'ai décidé de changer un petit peu de carrière. Maintenant, je suis cadre de santé. Je ne suis plus du tout dans la spécialité oncologie, mais je suis toujours en cadre de santé sur l'hôpital. Donc, je vais essayer de vous aider à comprendre un peu ce que c'est que toutes ces maladies du sang. Voilà. Je vais essayer de vous donner des petits points de compréhension. Déjà, il faut savoir qu'en France, les hémopathies, c'est 12%. Ici, on est à 6%. Donc, c'est pas ce qu'on retrouve le plus, les maladies du sang en Polynésie. Donc, déjà que les autres cancers, on commence à en parler par les différentes campagnes et tout. Il me semble que c'est la première ici qu'on parle de ces pathologies-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas celles qui sont le plus représentatives. J'ai voulu quand même marquer au niveau compréhension, justement, c'est compliqué. Alors déjà, en France, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est que la leucémie. C'est compliqué de faire comprendre aux patients ce que c'est. Mais ici, en plus, on n'a pas les mêmes représentations de la maladie et on parle encore moins la même langue dans la santé que tous les jours. Donc, on a du mal à se comprendre. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches anthropologiques et tout pour différentes choses, mais pour moi, voilà, les leucémies, il n'y a pas de mots ici pour les définir. Donc, vous me dites si je me suis trompée, mais pour moi, je les mettrais dans ces maïtino là-dedans, un petit peu. Hein. Voilà, les maladies du corps et tout ce qui est plus spécifique, PA, voilà, c'est le sang, voilà, les humains. Et en fait, je me suis basée sur les écrits de Simone Grand qui a fait un gros travail par rapport à Thioureille, le guérisseur. Et je pense que c'est très intéressant. Même s'il n'y a que 6% d'hémopathie en Polynésie, on retrouve tous les types de cancers du sang en Polynésie. Et puis, c'est traité en service. Il y a un service d'hématologie. À la fois, il y a des lits d'hospitalisation et il y a aussi l'hôpital de jour. Il me semble que ma slide d'après, je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Parce que là, on parle de... Justement, c'est ça. On parle d'hémopathie, on parle de moelle osseuse, on parle de plein de choses. Mais il y a quoi? La moelle osseuse, elle est où, déjà? Elle est où, la moelle osseuse? Elle est dans les os. D'accord? Elle est fabriquée au centre des os. Les os, c'est des gros tuyaux, et au milieu, il y a la moelle osseuse. Okay? La moelle osseuse, du coup, elle produit quoi? Elle produit 3 choses. Ben oui, mais voilà, c'est ça qui est compliqué. Voilà, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. À quoi ça sert, ces 3 choses-là? Les plaquettes, elles servent quand on se coupe, elles servent à faire la croûte. Toi, tu te coupes, tu te blesses, tu saignes un petit peu, et après, le saignement, il s'arrête, et du coup, ça fait la croûte.
Les globules blancs, ils servent à quoi? Ils servent à défendre le corps contre les agressions. Quand on a un virus, quand on a un petit microbe qui rentre, c'est les globules blancs qui viennent et qui défendent l'organisme contre ça. Les globules blancs servent à quoi? Ils servent à transporter l'oxygène. D'accord? Et bien, dans la maladie du sang, on a ces trois groupes-là qui ne fonctionnent pas bien. La moelle, elle produit, mais elle ne produit pas des cellules qui sont efficaces. Et en plus, souvent, elle produit des cellules en trop grand nombre. C'est pour ça qu'on a mal dans les os. Parce qu'à un moment, il n'y a plus la place dans la moelle pour pouvoir contenir toutes ces cellules. Moi, je les appelle les adolescents. Tu vois, la fille, elle dit « Ah maman, je peux amener une copine ?» Oui, puis finalement, tu te retrouves avec 10 copains dans la pièce. Là, à un moment donné, il y a un petit peu de mal à contenir les 10 enfants dans la pièce. Voilà. Et bien, la moelle osseuse, c'est ça. La moelle, elle produit ces trois cellules-là. Et quand il y en a trop, et ben forcément, il n'y a plus de place et c'est ça qui fait mal. Okay. C'est bon? Déjà? Voilà. Très simplement, c'est ça. OK? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cellule a une durée de vie différente dans le sang. OK? Ça, c'est pour le après. Donc, les globules blancs, c'est les défenseurs de l'organisme. D'accord? Et ils vivent entre 6 à 8 heures dans le corps. Et après, ils se reproduisent. Donc, souvent, les globules blancs, non, je vais vous perdre si je rentre là-dedans. Donc voilà, les globules rouges, ils durent le plus longtemps, 120 jours, et les plaquettes entre 7 à 10 jours. Donc, ce que je disais, c'est dans la moelle osseuse. Et tout ça, voilà, c'est les hémopathies, c'est une des trois lignées qui est très bonne balle. Et du coup aussi, les autres, elles ont moins de place pour se développer. Donc aussi, si on a trop de globules blancs, ben les globules rouges, ils vont avoir un petit peu de mal à venir et à se fabriquer. Donc c'est aussi pour ça qu'on est fatigué. Parce que quand on n'a pas de globules rouges, on n'a pas beaucoup d'oxygène, et c'est ce qui permet l'oxygène aussi, c'est ce qui permet de ne pas être essoufflé. Donc, quand on a ces maladies, alors effectivement, maintenant, il y a eu des progrès dans les traitements, comme l'a dit tout à l'heure Guy, il y a eu des progrès, et j'espère qu'il y en aura encore, parce qu'actuellement, pour la majorité des hémopathies, c'est de la chimiothérapie. Alors, il peut y avoir de la chimiothérapie par les médicaments qu'on avale, et puis il y a la chimiothérapie par les veines. Et ces chimiothérapies, elles sont faites soit en service d'hospitalisation, soit en hôpital de jour. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est en fonction de chaque maladie, en fonction, voilà. C'est juste que on veut juste arrêter que les cellules, elles fassent n'importe quoi comme les adolescents. On veut qu'elles reviennent à se fabriquer normalement. Donc c'est pour ça qu'on fait la chimiothérapie. Sauf que la chimiothérapie, elle fait pas trop la différence entre la bonne cellule et la mauvaise cellule. Voilà. Donc du coup, quand on fait les traitements, on détruit les trois. On détruit les globules rouges, on détruit les globules blancs et on détruit les plaquettes. C'est pour ça que quand on fait la chimio, il faut faire attention parce que si on se cogne, on a des bleus. Quand on fait la chimio derrière, il faut faire attention parce que comme on n'a pas beaucoup de globules blancs, on risque d'attraper plus de maladies puisque les globules blancs, c'est les défenseurs. Donc si on n'en a pas beaucoup, si on a un virus qui traîne, on risque de l'attraper beaucoup plus facilement. Et quand il n'y a pas beaucoup de globules rouges, je rappelle que les globules rouges, ils ont une durée de vie de 6 jours. Donc, ils mettent du temps aussi quand on les attaque avec la chimio, ils mettent du temps aussi à se refaire. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on est essoufflé, c'est pour ça qu'on est fatigué. Et puis, comme on est malade, de toute manière, l'organisme, il est fatigué parce qu'il essaye de se battre contre la maladie aussi. Donc, tout ça, ça fait que vous êtes fatigué. OK? C'est pour ça qu'on a une pique un peu la chimio. Comme tu t'es chez nous, on vous injecte. Oui. Pour permettre de rebooster un peu tout ça, permettre de faire reproduire donc voilà. Donc la chimiothérapie, forcément, on a moins de défense immunitaire, donc on est plus fragile. On a moins d'oxygène, donc on est fatigué. On a moins de plaquettes, donc quand on se cogne, on fait des bleus. C'est bon?
Oui, ça arrive qu'il y ait des saignements de nez. Oui. À la cheville. Saignement de nez, saignement de gencive aussi. Quand tu brosses les dents, bah, du coup, on saigne la gencive. Les ongles, pardon, on perd aussi les ongles. Non, pas les ongles. Non, tu perds tes cheveux, tu perds les sourcils, les cils. Les ongles. Ouais. Oui, ils sont plus fragiles. Ils sont, Oui, voilà. ils sont fragiles. Ouais, oui. Voilà, ils sont fragiles. Bah, même si on est fatigué, pour combattre ça, il faut quand même faire un petit peu de sport. Alors, je dis pas de courir tous les jours, et voilà, mais il faut garder une petite activité physique. Parce que si on n'en fait pas, bah, déjà le corps il est fatigué, mais bah, mine de rien, de faire une petite activité tous les jours, ça entraîne le corps et ça permet de voilà, garder un petit peu de peps quand même. Et c'est pas facile tous les jours, mais du coup, il faut essayer de se motiver. Alors après, il faut se regrouper justement, parler, et puis bah, juste marcher ensemble, hein, ça peut être juste ça, marcher ensemble, et puis voilà. Et puis il faut se faire plaisir aussi, il faut manger ce qu'on a envie de manger. Parce qu'en pas trop, oui. Non, mais en général, la chimiothérapie, alors déjà, on est fatigué, on n'a pas faim, enfin, hein, on n'a pas faim. Et puis là, Le contraire. ouais. Écoute, hein, comme on dit, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais en général, en plus, la chimio, ça change le goût. Ça donne un petit peu un goût métallique au maha et du coup, c'est pas très bon. Donc, du coup, on n'a plus trop envie de manger. Donc, dès qu'on trouve un aliment qu'on aime bien, et ben, il ne faut pas hésiter à le manger. Étant raisonnable quand même. Hein. Et, voilà. Moi, ce que je conseille par contre, c'est il faut éviter tout ce qui est fruits un peu acides, tout ce qui peut amener l'acidité, parce que ça donne encore plus envie de vomir. Hein. Oui, j'ai marqué aussi, pas hésiter à contacter les équipes en cas de doute. Quand il y a les traitements comme ça, comme on ne comprend pas ce qu'on a et comme on a peur aussi, il ne faut pas rester dans son coin et dire ça fait honte d'appeler. Au contraire, il faut appeler. Il ne faut pas rester avec le doute. Parce qu'après, en restant avec le doute et en n'appelant pas les équipes pour même, c'est voilà, je me sens pas bien, je tousse, j'ai l'impression que j'ai chaud, il ne faut pas hésiter à appeler les équipes parce que dans ces cas-là, on peut vous donner des conseils et on peut vous rassurer. Bien. Et puis bah voilà, comme on n'a pas beaucoup de défense immunitaire, alors je dis pas qu'il faut pas être en contact avec les enfants, hein, mais si on sait qu'il y a des enfants qui sont petits, qui vont à la crèche, qui vont en maternelle et tout, alors là on sait que c'est des nids à microbes, hein, les enfants ils sont adorables, mais c'est bien de porter un masque quand on est en contact avec ces enfants-là, ça évite justement d'attraper les microbes et après d'attraper une infection. Et en attrapant une infection, ça peut retarder le traitement derrière. Parce que comme on fait pas on met pas le AA quand on est malade, ça va retarder les cycles de chimiothérapie. Oui, alors je voulais, voilà, ça arrive, hein, je l'ai vu aussi, alors c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive que la maladie progresse. Et dans ces cas-là, on n'est pas équipé ici à Tahiti, on n'est pas du tout équipé pour prendre en charge ces chimiothérapies, parce qu'en plus, ça se fait dans des conditions d'hospitalisation qui sont spéciales, et, euh, et ça, on n'est pas équipé pour le faire. Donc, il peut y avoir des évasans, donc soit pour des chimiothérapies qui sont plus fortes et qui fragilisent encore plus les patients, mais ici, c'est ça qu'on ne fait pas. Et puis, bah, s'il y a nécessité d'une greffe de moelle, de greffe de cellules souches et tout, ça aussi, ça nécessite un protocole de soins qui est trop lourd ici et qu'on ne peut pas mettre en place. Donc, du coup, Evasane en métropole. Et puis, bah, ça arrive que la chimiothérapie, bah, voilà, on fait la chimiothérapie, on guérit un petit peu, ce qu'on appelle la rémission. Et en fait, la rémission, on appelle... c'est pas parce qu'on est à 2 mois du traitement, après la fin du traitement, qu'on parle de rémission. En général, la rémission, on attend 1, 2 ans avant de dire que possiblement on est guéri. Mais ça arrive qu'il y ait une rémission de 4, 5 ans, et puis au bout de 5 ans, la maladie elle revienne. Ça peut revenir.
Et puis, ça arrive qu'une fois qu'elle revient, on essaye le RAO, puis le RAO, il ne marche plus. C'est là où on passe en soins palliatifs. Et que là, on peut plus. Enfin, voilà, ça ne sert à rien de fatiguer encore plus l'organisme avec des traitements qui ne vont pas être plus efficaces que ça. Donc, ce qui est important là, c'est d'être beaucoup entouré, d'être accompagné. Au niveau de l'hôpital, on accompagne les patients et l'entourage avec les psychologues. L'équipe aussi, l'équipe qui est présente tous les jours, comme on connaît bien les familles, on connaît bien les patients, parce que vous revenez régulièrement, vous êtes là souvent, donc on tisse des liens tous. Donc on est là aussi en soutien. Et puis notre but, nous, c'est de soulager l'inconfort, c'est d'aider à ce que les patients ils soient bien. Voilà. Et puis voilà. Et puis l'entourage, les soignants, on est là pour accompagner vraiment jusqu'à la fin.